nous d'abord. Oui, il y a des gens qui sont beaucoup plus narcissiques dans la vie, sans aucun doute, et il y a des narcissiques toxiques, mais nous en avons tous une touche. Je veux que tu sois plus humble et moins arrogant, que tu ne penses pas être exempt d'un côté sombre, né avec une auréole, différent, sans nature humaine, sain, meilleur. Débarrasse-toi de ta supériorité morale, c'est offensant. Nous sommes tous faits du même tissu. Nous avons tous ces défauts. Et quand tu te regardes, et quand j'ai écrit les lois de la nature humaine, je me suis dit, bon sang Robert, tu as un côté sombre. Tu es narcissique. Tu sais, j'ai dû accepter mon irrationalité, ma grandeur, mes instincts agressifs. Mais la seule façon de se changer, c'est d'être conscient que l'on a ces problèmes. J'ai des tendances narcissiques, maintenant je le vois. D'accord, maintenant quand ils apparaissent, je peux mieux les contrôler. Je peux dire, mince Robert, tu es trop égocentrique, tu penses plus à l'autre personne. Mais si tu penses, je n'ai aucun de ces problèmes. Je ne suis pas narcissique. Tu n'auras jamais la conscience d'arrêter le fait que tu en es vraiment un. Être narcissique, est-ce objectivement une bonne ou une mauvaise chose? Parce que quand tu l'étais, évidemment, je sais que les gens critiquent, c'est une mauvaise chose, car un narcissique cause beaucoup de tort. Et c'est très vrai. Mais dans le contexte de l'animal humain, et pourquoi l'animal humain développe certaines caractéristiques et qualités pour, tu sais, peut-être améliorer sa survie ou sa capacité à rester dans le pacte social. Est-ce simplement une conséquence d'être humain, d'avoir ces traits d'ombre et d'être coercitif et manipulateur? Est-ce bien ou est-ce mal? Ni aucun. Ce n'est ni ça, ni l'un ni l'autre. Parce que c'est comme ça. D'accord? Donc avec le narcissisme, par exemple, il y a une raison pour notre narcissisme. Donc j'explique dans le livre, ce n'est pas ma propre théorie, elle vient de grands psychologues comme Kohut, les origines du narcissisme, n'est-ce pas? Donc, quand tes parents doivent un peu, pas t'abandonner, Mam, mais ne pas te donner autant d'attention qu'avant, et que tu as 3 ans ou 4 ans, tu ne t'en souviens pas. Mais c'était très douloureux. Comme « Oh, il ne m'aime pas autant ». Qu'est-ce qui cloche, hein? Tu sais, je dois mériter cet amour et cette attention, pas juste naturellement. Et ce qui arrive à beaucoup de gens dans cette situation quand tu es enfant, c'est « je dois me développer moi-même, je dois être ma propre mère ou mon propre père, je dois trouver une façon de m'aimer ». Quand quelque chose de mauvais arrive, je dois me replier sur moi-même et me dire « je ne suis vraiment pas si mal que ça ». En fait, je suis quelqu'un de bien. J'aime mes goûts, j'aime mes vêtements, etc., etc. Tu développes des bribes d'estime de soi, non? Et les personnes qui n'ont jamais développé cela parce qu'elles ont été abusées, ou ils ont été abandonnés, ou même s'ils ont été étouffés, ils n'ont jamais développé cette estime de soi. Et donc ce qui se passe dans la vie, c'est que si tu ne développes pas ça et que tu vieillis et que les gens t'attaquent et te crient dessus ou te critiquent, tu ne peux pas te replier sur cette estime de soi, cet amour que tu as. La seule chose que tu sais faire, c'est te mettre en colère, faire une rage narcissique, crier sur les gens en disant « Mon Dieu, éloigne-toi de moi, tu es maléfique, etc. » Et puis les autres problèmes évoluent, où la seule façon pour moi d'avoir de l'amour est d'être dramatique. Et très dramatique, etc., etc., etc. Et toujours me mettre au centre de l'attention. C'est ce qui crée un narcissique profond. C'est leur seule façon d'obtenir l'amour dont ils ont besoin. Alors les enfants, nous avons tous besoin de ce degré d'estime de soi, de cette encre dans notre vie. Donc le narcissisme, l'amour de soi n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qui se passe, c'est qu'en vieillissant, si tu t'y plonges trop profondément, ça devient un problème. Et donc, ce que je dis, c'est que tu dois prendre cet amour de soi qui a une bonne fonction et le tourner vers l'extérieur autant que possible et le transformer en empathie, amour et considération pour les autres. C'est ta tâche en vieillissant dans la vie. C'est ainsi que j'aborde tous ces défauts. Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir ton ombre, ton côté sombre. Tu peux en faire quelque chose de positif, productif et sain. Tu peux devenir un narcissique sain, un terme que j'utilise dans le livre.
Tu peux utiliser ton côté obscur à des fins positives. Disons que tu as beaucoup de colère en toi. Et j'avais beaucoup de colère quand j'étais plus jeune. J'étais un jeune homme très en colère, n'est-ce pas? Canalise ça dans une sorte de cause. Tu vois, et tu sais, j'ai beaucoup de causes en lesquelles je crois très profondément. Et quand j'étais plus jeune, j'étais comme ça. Canalise cette énergie dans quelque chose de productif et utile et mets-la dans quelque chose qui aide la société. C'est utiliser ton côté obscur à des fins positives. Parce que le côté sombre de la nature humaine a beaucoup de créativité, a beaucoup d'énergie. Un artiste doit avoir un côté sombre. Tu utilises ton côté sombre parce que toutes ces émotions noires, toutes les personnes qui t'ont chié dessus dans ta vie, elles t'inspirent, elles créent ton meilleur travail. Ne fuis pas ton ombre, ne fuis pas ton narcissisme. Utilise-le de manière saine. Reconnais-le. Je pense que c'est le plus dur pour les gens. Peu de gens, je pense, moi y compris, ont vraiment pleinement compris ce qu'est leur ombre et leur côté sombre. Faire ce podcast m'a vraiment aidé parce que j'apprends des choses des autres de manière indirecte. Et ensuite, je réfléchis sur moi-même. Ou tenir un journal m'a aidé à comprendre cela. Mais ce premier pas vers la prise de conscience de son côté sombre, je veux dire, il y a même beaucoup de gens pour qui confronter leur côté sombre serait tellement, ça semble tellement avoir un impact négatif sur leur estime de soi qu'ils passent leur vie. Ériger un mur pour ne jamais y aller. Je veux dire, il y a des gens à qui tu mentionnes quelque chose et ça les déclenche. Déclenche-les. Oui. Tu sais, on peut tous penser à ces personnes. On pense tous à ces gens. Ce qui est intéressant ici, c'est le rôle de tes premières années sur ta relation avec le pouvoir. Parce que quand je pense à certaines des personnes les plus gentilles, je ne sais pas si c'est juste un stéréotype général ou une observation étroite que j'ai faite, mais certaines des personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées en termes de, vous savez, être l'opposé de ce qu'est un narcissique toxique, semblent avoir eu des expériences précoces, vraiment confortables, aimantes, sûres et sécurisées. Est-ce que c'est globalement vrai selon vous? C'est une généralisation, mais il y a une part de vérité. Je veux dire, il y a des théories de l'attachement où les psychologues ont examiné le type d'attachement que vous aviez avec vos parents et ils le catégorisent de 4 manières différentes. Et il y a l'idéal, le meilleur, où vous avez une mère et un père incroyablement aimants et ils vous donnent un amour inconditionnel. Mais ils savent aussi comment vous donner votre indépendance, etc. Ce n'est pas très courant. Je ne sais pas quel serait le pourcentage. Ensuite, il y a des niveaux, et puis quand tu arrives au 4e niveau, c'est comme celui de l'abandon ou abusif et abandon, où tu laisses l'enfant seul, tu ne lui donnes aucune attention, aucun amour, et c'est très paralysant, n'est-ce pas? Mais le fait est que les enfants sont beaucoup plus forts qu'on ne le pense. Ils sont très résilients, ils sont très ingénieux. Ils vont trouver leur amour, ils vont trouver un moyen de compenser cela d'une manière ou d'une autre. Et avec quelque chose de très intéressant, quand je faisais de la séduction dans certains de mes autres livres et que je regardais des personnes très charismatiques comme un Malcolm X, comme une Marilyn Monroe, je pourrais continuer encore et encore. Ce sont des gens qui viennent de familles vraiment, vraiment mauvaises, n'est-ce pas? Ils n'avaient pas d'amour. Marilyn Monroe était orpheline, essentiellement, élevée dans un orphelinat. Toute sa vie, elle a cherché à se faire aimer. J'ai tellement besoin d'amour. Et sa façon de le faire était de littéralement faire l'amour avec la caméra. Jamais vu ça. Tu pouvais sentir qu'elle en avait besoin, et c'était si puissant que tu le sentais, qu'elle l'attirait à elle. Grand leader charismatique. JFK avait beaucoup de charisme. Il vient d'une enfance très difficile, n'est-ce pas? Son père était très méchant avec lui, etc. Certains enfants, dans les pires circonstances, finissent par donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils doivent trouver leur chemin dans la vie. Et certaines personnes qui ont tout ne vont pas très loin parce qu'elles ne savent pas comment trouver les choses par elles-mêmes. Donc la vie est bizarre. Certaines personnes avec une belle enfance réussissent. Certaines personnes avec une belle enfance sont gâtées et n'apprennent jamais à se débrouiller. Et certaines personnes ont des enfances pourries, apprennent à être débrouillardes et à obtenir ce dont elles ont besoin par elles-mêmes. Tu as mentionné l'art de la séduction. Pourquoi as-tu écrit un livre sur le sujet de la séduction? La séduction est une forme élevée de pouvoir parce que vous faites ressentir du plaisir aux gens,
Vous les faites se sentir excités ou intéressés par vous, et ensuite leur résistance à vos idées diminue lentement. Et vous avez la capacité de les influencer et de les orienter dans la direction que vous souhaitez. Si tu cries comme à ton enfant et que tu dis « fais ci, fais ça », ils le prennent mal et c'est normal. Mais si tu es plus subtil, si tu es plus séduisant dans ton approche, si tu es plus indirect, les gens feront ce que tu veux ou iront dans ta direction sans même s'en rendre compte. C'était un sous-thème des 48 lois du pouvoir. Je m'intéressais à la psychologie de ça et pourquoi certains sont doués et d'autres maladroits. Alors, quand j'ai terminé les 48 lois du pouvoir, j'ai pensé que ce serait une transition naturelle, le prochain livre. Quelles sont les qualités d'un grand séducteur? Eh bien, j'aime distinguer entre les séducteurs froids et les séducteurs chaleureux. Un séducteur froid, tu veux pas ça. C'est l'image typique d'un séducteur, mais aussi d'une séductrice, comme les grandes courtisanes, qu'ils soient après l'argent ou le sexe. Ce n'est pas mon idéal. Mon idéal est plutôt une qualité d'aller-retour où ce n'est pas de la domination, c'est plutôt comme un jeu auquel vous jouez, c'est comme un jeu de séduction, c'est comme un rituel de cour où les deux personnes se séduisent mutuellement. Et donc ce qui fait un grand séducteur est très simple. Je peux le résumer très simplement. Vous êtes tourné vers l'extérieur. Donc quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois ou que vous êtes à un rendez-vous ou peu importe, vous n'avez pas ce monologue intérieur qui dit « est-ce qu'elle m'aime ou est-ce qu'il m'aime ?» Suis-je bien habillé? Est-ce que je dis des bêtises? Que puis-je faire pour les impressionner? Non, tu l'éteins et tu te concentres sur eux, tu les écoutes, tu entres dans leur esprit et tu les entends dire des choses qui te donnent une idée de ce qui leur manque dans la vie, de ce qu'ils veulent, de leurs besoins, de ce qui fait d'eux des individus. Tu l'absorbes, tu entres dans leur esprit et ensuite tu peux le leur renvoyer. Tu peux leur offrir des cadeaux, tu peux les emmener dans des endroits qui montrent que tu es attentif à eux. Parce que si tu regardes comment nous sommes dans notre vie quotidienne, normalement les gens ne nous prêtent jamais attention. Ils sont toujours égocentriques, ils ne pensent jamais à nous. Les moments où l'on a l'impression que les gens s'intéressent vraiment à qui tu es en tant qu'individu sont assez rares. Si tu donnes ce sentiment à quelqu'un, c'est incroyablement puissant parce que nous voulons tous être validés. On veut tous être vus. Donc le séducteur n'est pas quelqu'un qui est tout inquiet pour lui-même et qui réfléchit. Ils sont impliqués dans l'autre personne. Ils sont absorbés comme une éponge dans leur psychologie, dans leur monde. Beaucoup de cela s'applique très bien à la romance et aux rencontres, etc. On a l'impression, pour une raison ou une autre, pas forcément quelque chose que j'ai beaucoup lu dans votre travail, mais on a l'impression que les rencontres, la romance et les relations sont devenues beaucoup plus compliquées dans le monde moderne. Séduire quelqu'un est devenu beaucoup plus difficile. Quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui n'est pas doué pour séduire? L'antiséducteur a des qualités. J'ai un chapitre entier sur lui. J'essaie de le définir. Ils sont plusieurs. Je ne les ai pas tous mémorisés, mais une qualité très anti-séduction est de prêcher et de moraliser. C'est comme dire aux gens « Oh, c'est faux ce que tu viens de dire » ou « Ta politique est moche » ou « Tu n'es pas vraiment bon à ça » ou quelque chose comme ça. Avoir une supériorité morale, un sentiment de piété hypocrite dans un domaine qui devrait être axé sur le plaisir, où il devrait y avoir ce genre d'égalité, cette dynamique d'échange, où vous affirmez votre supériorité morale est profondément anti-séducteur. L'élément de prêcher aux gens, de ne pas être généreux. Pas juste avec l'argent. L'argent est important, mais il ne faut pas manquer de générosité d'esprit. Tu veux être ouvert, tu veux donner autant que possible à l'autre personne, de toi-même, de ton temps, de ton argent, de ton énergie, etc. Donc être tout coincé et ne pas vouloir donner, ne pas vouloir dépenser d'argent, vouloir t'emmener dans un endroit bon marché pour manger, ne pas vouloir te donner beaucoup de temps, c'est très anti-séduction. Quand tu parlais il y a une seconde de la personne qui va à un rendez-vous et qui pense à elle-même et à ce à quoi elle ressemble ou à autre chose. Cela parlait à une personne peu sûre d'elle.
L'insécurité est-elle une qualité séduisante ou une qualité anti-séduisante? C'est anti-séduction. Maintenant, il y a une part de faiblesse qui est séduisante. Je dirais donc que la vulnérabilité est séduisante, mais l'insécurité est anti-séduisante. Il y a une grande différence. Pourquoi la vulnérabilité attire-t-elle? Parce que le sens, donc si je peux définir la séduction en termes simples. La plupart du temps, nous sommes fermés à l'influence des autres, surtout maintenant que nous avons ces murs parce que la vie est dure. Les gens viennent vers nous avec leur publicité, leurs suppliques, leurs demandes d'argent, ceci et cela. Et on a tous appris à se défendre. D'accord. Et la séduction, c'est une ouverture, c'est tout le contraire de ça. Et tu le ressentais quand tu étais enfant envers tes parents. Tu te sentais très vulnérable et ouvert. Et il y avait un aspect de la façon dont tes parents te traitaient qui ressemblait beaucoup à une séduction, n'est-ce pas? Donc la séduction consiste à être ouvert à l'autre personne au point de pouvoir même tomber amoureux. Tu peux tomber sous son charme. Et le sentiment de lâcher prise sur ton ego, de laisser tomber ta défensive et de laisser une autre personne entrer dans ton monde, c'est être séduit. Cela demande vulnérabilité. Si tu rencontres, le scénario typique est celui d'un homme qui n'est pas du tout vulnérable. Il est tellement puissant et maître de tout, sans aucune vulnérabilité. Effrayant. Tu sais, pour une femme, ça pourrait être très effrayant. On dirait qu'il est tellement fort, tellement invulnérable, qu'il y a quelque chose qui cloche. Peut-être c'est un tueur, des squelettes dans son placard. Quelque chose cloche. Ce qui te séduit chez un chiot, chez un enfant, chez un animal, c'est leur vulnérabilité. Envie de les serrer, envie de les aider. Le sens que si tu tombais sur un tigre qui est là et ils n'ont pas besoin de ça, eh bien ce n'est pas séduisant, je veux dire, sur ton écran ça l'est, mais s'ils sont là dans ton salon, ce n'est pas séduisant, mais ce chiot l'est. La vulnérabilité. Le fait que quelqu'un ait besoin de protection ou d'aide fait ressortir des qualités en nous que nous n'avons normalement pas, qui, je pense, permettent la séduction. Donc être vulnérable, c'est être influencé par cette autre personne. Je suis ouvert à leur esprit, c'est ça, être vulnérable. Le mot vulnérable, je déteste avoir l'air d'un professeur, donc excuse-moi, la séduction vient de la racine qui signifie une blessure vulnus. Donc tu as une blessure en toi et tu as besoin de guérison. Et l'autre personne veut naturellement t'aider, mais être insécure signifie je suis tellement absorbé par moi-même, je suis tellement inquiet pour moi-même que je ne peux pas en sortir. Nous avons tous vécu ça. Quand tu rencontres quelqu'un et que tu peux sentir, tu peux percevoir leur insécurité en eux, je ne les juge pas parce que nous avons tous des insécurités, cela te rend insécure. Ça te met un peu mal à l'aise. Alors que si tu rencontres quelqu'un de confiant, etc., ça révèle cette qualité en toi. Donc si tu es à un rencard et que tu sens cette insécurité chez quelqu'un, ça te rend mal à l'aise, ça crée un problème. La différence entre les deux. Il va y avoir beaucoup de gens qui écouteront ça et qui sont célibataires et prêts à se mêler. Quel conseil donnerais-tu sur... Étant excellent en matière de rencontre, tu as parlé de l'importance de la vulnérabilité et de la façon dont cela crée une connexion entre les humains. Quelles autres excellentes astuces de rencontre pour les célibataires? Eh bien, le truc, c'est que, d'accord, il y a plusieurs choses. Alors d'abord, on vit dans une culture où les gens pensent que tu ne dois pas faire d'efforts pour l'amour et la romance. Tu devrais juste être toi-même, mec. Je n'ai pas à jouer, je n'ai pas à faire semblant. Blabla, manipulation. Non, je suis désolé. L'amour et la romance sont presque biologiques. Regarde les animaux et leurs rituels, c'est élaboré. La séduction est un rituel d'accouplement. Et donc la pire chose que tu puisses ressentir, c'est que cette personne ne fait aucun effort. Disons simplement que c'est du point de vue de la femme, cet homme. Il se pointe juste en jeans et sa tenue habituelle négligée. Il ne se coiffe pas, etc., etc., etc. Il m'emmène au pub pour dîner lors de notre premier rendez-vous. Tu sais, il ne pense pas à moi.
il n'est pas prêt à faire le moindre effort. S'il n'est pas prêt à faire le moindre effort, qu'est-ce que ce sera dans 3 mois quand il me prendra complètement pour acquise, comme cela arrive dans une relation? Je ne suis pas assez important, c'est ça? Alors que la capacité de faire un petit effort, de le considérer comme une sorte de théâtre et de drame, et qu'il n'y a rien de mal à cela. Alors, je vais m'habiller joliment. Il faut juste que je sois chic. Je vais faire un effort sur mon apparence. Je vais l'emmener dans un endroit qui n'est pas, je ne parle pas de bougies et de roses et ce genre de conneries. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être créatif, ça peut être un endroit un peu miteux, du mauvais côté de la ville, mais c'est différent et ça a du charme. Et tu y as réfléchi, il y a une raison pour laquelle tu l'emmènes là-bas, non? I have a friend who went on a date and she came back complaining because the person she had this first date with took her to a place where there was a valid discount code available, like 2 for 1, and L'antiséduction, voilà. Pourquoi est-ce anti-séducteur dans ce cas? On pourrait dire que l'homme est, vous savez, économiquement avisé, financièrement avisé, vous savez... Si tu n'es pas capable de te détendre avec une femme, c'est que il y a un problème avec toi, mec. Lâche prise, dépense un peu plus d'argent, dépense les 10 livres supplémentaires que tu pourrais avoir besoin de dépenser pour aller quelque part de différent. Mais cela signale une sorte de radinerie. Ce n'est pas l'argent. Il s'agit d'une mesquinerie d'esprit, n'est-ce pas? Elle ne vaut pas, qu'on la laisse tomber. D'accord, peut-être que tu n'as pas autant, mais mon Dieu, tu en as assez. D'accord, peut-être. Mais probablement pas. Tu peux. Montre que ça compte pour toi. La séduction est un langage. Ce n'est pas un langage de mots, c'est un langage de gestes auquel nous prêtons attention. Nous surveillons le langage corporel. Nous faisons attention à leurs actions, à ce qu'ils ne disent jamais. Donc, lorsque tu montres que les réductions sont si importantes pour toi que même lors du premier rendez-vous tu dois en avoir une, tu montres qu'il y a quelque chose de radin dans ta nature et ce n'est pas très agréable. En faisant ce podcast et en parlant de sujets comme l'amour, le sexe et les rencontres, et vous savez, même les applications de rencontres, l'un des commentaires que j'ai vus assez fréquemment venait de jeunes hommes qui ont du mal à séduire une femme ou vice-versa, spécifiquement de jeunes hommes qui, vous savez, et puis j'ai lu quelques statistiques. Je pense que Scott Galloway est venu sur le podcast et a parlé de comment je vais massacrer ces chiffres, mais une quantité étonnante d'hommes n'ont pas eu de relations sexuelles jeunes hommes n'ont pas eu de relations sexuelles au cours des 12 derniers mois. Et puis, quand j'ai regardé la section des commentaires, en particulier sur YouTube, j'ai un peu vu cette énergie reflétée où il semblait que les jeunes hommes en particulier avaient du mal à séduire un partenaire dans le monde moderne. Est-ce que c'est réel selon toi? Y a-t-il quelque chose qui a changé dans la société? Est-ce toujours le cas? Y a-t-il quelque chose à faire si un jeune homme a du mal dans le monde moderne à cause d'Internet, des ordinateurs et des applis de rencontres? Eh bien, beaucoup de cela, j'ai peur de le dire, c'est du porno sur Internet, où l'on a l'idée que le sexe devrait être très facile et rapide, et que les femmes devraient avoir ce genre de corps et physiques, etc. Et cela devient ta norme, etc. Très dommageable. Mais l'idée que les choses doivent venir facilement et rapidement est très répandue. Et pour convaincre quelqu'un, disons que tu es un homme et que c'est une femme qui pourrait être réticente à avoir des relations sexuelles pour de bonnes raisons ou réticente à avoir une relation. Effort requis. Réfléchir un peu. Tu ne peux pas pirater, tu ne peux pas balayer et la voir. Tu peux avoir ton sexe sur Internet, mais tu n'auras pas ça dans la vraie vie. Ça ne marche pas comme ça. Ça prend du temps. Il faut de la patience, et tu vas devoir travailler dur et tu seras rejeté. Être avec les gens est une compétence. Être un animal social. Bien qu'il y ait une part qui vient naturellement, si tu passes tout ton temps ici, tu perds cette compétence de savoir comment répondre au langage corporel des gens. La moitié du truc, c'est que tu es assis dans un bar en face, disons, d'une femme,
Et comment elle croise ses jambes, comment elle sirote son verre, comment elle te regarde, comment elle touche ses cheveux. Elle envoie des signaux. C'est une langue, c'est une belle langue, non? Tu dois l'apprendre, mais pas ici, tu ne peux pas. Tu dois être là, peau contre peau. Tu dois ressentir ce que les autres pensent et ressentent. Et nous sommes vraiment, vraiment bons à ça. Les humains, c'est ce qui nous rend humains. Ce sont des neurones miroirs. Je peux sentir ce qui se passe dans ton esprit. Je lis ton corps. Tu dois sortir dans le monde et tu dois te mettre physiquement en avant et essayer encore et subir des rejets. Et je sais que ça semble horrible, mais c'est une compétence d'une certaine manière où tu apprends à comprendre et à gérer les gens, à comprendre qui ils sont et à entrer dans leur esprit. Cela demande temps, effort et patience. Donc pour les jeunes hommes, il faut comprendre ça, d'accord? Ça ne marchera pas si tu veux que tout soit facile et rapide. Et puis je parle de l'acteur hollywoodien Errol Flynn, qui est peut-être numériquement le plus grand séducteur masculin de tous les temps, car on estime qu'il avait séduit près de 3000 femmes et il est mort à 50 ans. Et si un jour je faisais le calcul, comment cela pourrait-il être possible? Et j'ai essayé de découvrir quel était son secret, et c'était difficile à savoir. Finalement, j'ai trouvé un livre écrit par une femme qui l'avait séduite, une autre actrice, et elle disait « Il était tellement détendu et à l'aise. C'était comme un truc animal. » Et puis, quand je m'asseyais avec lui, c'était presque comme si j'avais bu 2 martinis juste en étant à côté de lui. Son confort et sa sécurité et sa confiance, son attitude détendue, ça m'a juste enivré. Donc se sentir détendu, confiant, sans être sur la défensive, et à l'aise avec soi-même, est une qualité de séduction très puissante. Je veux dire, il y en a beaucoup, mais c'est celle que je soulignerai. As-tu déjà compris ce qui construit la confiance? Tout à l'heure, tu parlais de l'importance pour les enfants de vivre les choses par eux-mêmes. Tu ne peux pas juste dire à quelqu'un d'avoir confiance. La prédication ne marche pas. Qu'est-ce que... Tu ne peux pas non plus feindre la confiance. Non, je me souviens. Je dirais que nous avons parlé du rejet il y a un instant. J'ai été rejeté par presque toutes les filles que je poursuivais entre l'âge de 16 et, je dirais, 22 ans. Oui, et tu sais ce que c'était. Je feignais la confiance. Tout a changé quand j'ai vraiment eu un sentiment de sécurité en moi-même. Mais pendant la période où je feignais la confiance, je faisais semblant d'être confiant. C'était comme si elle pouvait voir au-delà de ça. C'est presque comme ça que je vois la situation en rétrospective. J'ai donc appris que tu ne peux pas feindre la confiance, tu ne peux pas prétendre l'être, car il y a tellement de micro-expressions qui finissent par ressembler plus à de l'insécurité qu'à de la confiance. Mais qu'est-ce que la vraie confiance et comment la construit-on selon toi? Eh bien, tu as répondu à ta question. Donc, tu sais, la fausse confiance, c'est comme de la bravade, non? Et tu fais semblant. Et particulièrement les femmes qui ont dû faire face à ça pendant, tu sais, des millénaires, elles peuvent le sentir, elles peuvent le percevoir. Ils n'ont pas à le faire, c'est le langage corporel, etc., etc. La véritable confiance vient des actions concrètes, des choses que tu as réellement accomplies, n'est-ce pas? Alors, tu sais, quand tu as 22, 21 ans, c'est difficile d'avoir cette confiance parce que sur quoi est-elle basée? Peut-être que c'est vrai. D'accord, peut-être que tu es vraiment beau si tu as cette chance et tu peux en être sûr et tu n'as pas besoin de faire tant d'efforts. D'accord, ça pourrait peut-être marcher. Ou peut-être que tu es doué en sport. Ou peut-être que tu es un très bon danseur ou un excellent chanteur. Mais c'est basé sur quelque chose de réel. Tu as un talent. Tu as un truc spécial. Tu as quelque chose que tu peux faire, que tu peux accomplir. Parce qu'à 21 ans, c'est dur d'en avoir. Tu sais, quand je repense à moi à cet âge-là, je n'avais rien. Pas étonnant que j'ai été rejeté, tu sais. Donc ça vient de ce que tu fais dans la vie. D'accord, le sentiment de confiance le plus raffiné consiste en réalité à créer des choses, à réussir, à atteindre des objectifs et à accomplir des choses et à en avoir un historique. Tu sais, et peut-être que ça va avec le fait d'avoir un peu d'argent, mais ce n'est pas forcément parce que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent et tu n'as pas besoin d'être beau pour séduire.
C'est un mythe que j'essaie de faire exploser dans l'art de la séduction. Certains des plus grands séducteurs, hommes et femmes, n'étaient pas du tout beaux. Il s'agit de la psychologie et de ton comportement. Mais la confiance vient de, en fait, ce que tu peux faire, pas ce que tu ressens ou ce que tu dis. Eh bien, c'est comme tu le ressens. Mais ce sentiment est basé sur des choses que tu peux réellement faire, des compétences que tu as qui te distinguent, qui te rendent vraiment confiant, tu vois? Langage du corps. Oui, je trouve fascinant que, tu sais, des citations disent que 80% de notre communication est non verbale, etc., etc. Le langage corporel m'intéresse tellement parce que je pense que c'est l'une des choses impossibles à feindre. Je lisais, tu sais, quelques livres sur... il y a eu une période où j'avais, je ne sais pas, 20 ans, probablement juste après avoir été rejeté tout le temps, quand j'avais peut-être 22 ans, où j'ai commencé à lire des livres de séducteurs et ils se focalisaient sur le langage corporel. Et l'une des choses qu'ils disaient, et j'expliquais ça à ma copine il y a quelques semaines, c'est que quand un homme a moins de confiance en lui et qu'il est désespéré, il fait ce truc appelé pecking en boîte de nuit où il va se pencher et crier dans ton oreille. Et quand il a plus confiance en lui, il se penche en arrière et attend que tu te penches en avant. Des petites choses comme ça, des subtilités comme ça qu'on lit et comprend intuitivement et qu'on communique, etc. Mais quelqu'un sans confiance ne sait même pas qu'il en a. Alors, quand je repense à ma phase de rejet, je me dis, bon sang, mon langage corporel devait dégager du désespoir et un statut bas, une faible valeur, une faible estime de soi. Que penses-tu du non-verbal ? Eh bien, dans mon dernier livre, La nature humaine, j'ai écrit un chapitre là-dessus. J'ai dit 95%, mais qui sait vraiment? Le truc, c'est qu'on a évolué pendant des centaines de milliers d'années avant que le langage n'existe, non? Et nos premiers ancêtres dépendaient du groupe pour leur survie et leur entente, et leur pouvoir venait de l'observation des autres et de leur langage corporel. On pouvait le lire. Donc c'est une compétence câblée dans notre cerveau. C'est une compétence très unique que nous, les humains, possédons. C'est juste que tu n'apprends pas ça quand tu es enfant. Quand tu as 2 ans, tu l'as parce que ta vie en dépend. Tu dois voir si ta mère t'aime ou si ton père est gentil avec toi parce que sinon, tu sais que tu pourrais être abandonné, ta vie en dépend. Tu es très doué pour lire ça et les enfants sont incroyablement habiles à capter le langage corporel. Donc si quelqu'un est faux, si quelqu'un est un imposteur, ils détestent être autour des enfants parce que les enfants voient à travers toi, tu sais, comme un radar, non? Parce qu'ils y sont sensibles. Tu avais cette compétence quand tu étais très jeune, mais tu l'as perdue parce que tu es devenu tellement focalisé sur les mots et tellement égocentrique que tu ne fais plus attention. Mais c'est extrêmement important, non? Donc tout le corps est impliqué. Donc, tu dois d'abord arrêter de penser autant aux paroles des gens parce que la seule chose avec les mots, malheureusement, c'est que les gens peuvent mentir. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. J'adore ton scénario. Fantastique. Tu étais génial dans ce film. Tu étais super. Ils peuvent dire n'importe quoi pour te plaire, flatter, cajoler. Mais le langage corporel, mec, ça ne ment pas, hein? Donc je parle dans ce livre des yeux. Et le sourire faux. Le sourire faux, c'est quelque chose que tu vois tous les jours, mais tu n'y fais pas attention. C'est un peu serré, non? C'est comme, ouais, c'est ça. Mais un vrai sourire, tout ton visage s'anime et il y a un petit truc plissé ici, alors que ton visage s'illumine et tes yeux s'illuminent. C'est difficile à mettre en mots, mais c'est là, tu peux le voir, c'est réel, ce n'est pas faux. Savoir faire la différence entre un sourire faux et un vrai sourire est vraiment important dans la séduction, dans les affaires ou autres. Pour savoir si quelqu'un est comme « ouais, j'aime bien cette idée ». Non, pas vraiment. Ils disent ça pour te plaire. Ils haïssent ton idée. Tu maîtrises cette langue, tu peux déchiffrer toutes ces conneries qu'on te raconte. Le visage, tu peux le déguiser un peu. Les acteurs savent ça. Tu sais ce que tu ne peux pas faire? C'est ta voix. Si t'es nerveux. Même les meilleurs acteurs du monde ne peuvent pas simuler ça. Ta voix trahit tant de choses sur toi. Ta faiblesse. Ça montre ton manque de confiance. Ou ça trahit l'autre qualité, etc. D'accord. Alors, faites vraiment attention au ton de la voix des gens. À quelle vitesse ils parlent. Les gens qui parlent vite sont nerveux. Quelqu'un qui a parlé, ou je parle sûrement un peu trop vite ici, désolé.
Mon esprit s'emballe, donc je ne peux pas faire ça. Je ne parle pas si vite. Mais tu sais, tu parles lentement, tu as un certain ton, tu as une certaine intonation qui révèle une certaine confiance. D'accord. Langage corporel, posture. Tu parlais de picorer, c'est ça? Quand tu vas assister à une réunion d'affaires, tu verras tous les employés un peu penchés en avant, nerveux, et tu verras le patron un peu penché en arrière, les bras comme ça, tu vois. Je suis puissant, viens à moi. Je suis le chef. Je suis le chef, ou elle si c'est une femme. Je n'ai pas besoin d'être comme ça. Je suis comme ça. Le langage corporel révèle beaucoup sur les qualités de leadership, etc., etc., etc. Tu sais, si tu vas à une fête et que tu t'approches de quelqu'un que tu rencontres pour la première fois et qu'il te parle et que tu remarques que ses pieds s'éloignent de toi, cela veut dire qu'ils ne sont pas intéressés, ils cherchent à s'éloigner et s'échapper. Ils ne sont pas vraiment intéressés, mais si leurs pieds sont tournés vers toi, ils veulent te parler, non? C'est un art que tu peux apprendre. Assieds-toi et lis. Et je parle de Milton Erickson, dans les lois de la nature humaine, fondateur de la PNL et de l'hypnothérapie, un des psychologues les plus brillants. Quand Milton Erickson avait environ 19 ans, il a eu la polio. Il a failli mourir. Tout son corps était paralysé. Ses yeux étaient les seuls muscles qu'il pouvait bouger. Imagine ça. C'était un jeune homme à l'esprit très actif. Il ne peut pas parler, il ne peut rien faire. Il peut juste bouger un peu les yeux. Il s'ennuyait. Tu imagines à quel point tu serais? Tu ne peux pas lire, rien faire. Les gens venaient le voir, les regarder et les étudier. Il est devenu le plus grand lecteur de l'histoire humaine. On disait qu'il avait presque de la télépathie. Il pouvait tout lire sur qui ils étaient. Rien qu'en regardant, puisqu'il a guéri, il est devenu psy. Parce que sa vie dépendait du développement de cette compétence, il allait mourir d'ennui s'il n'apprenait pas à lire le langage corporel. Il maîtrisait cette langue, comme quelqu'un pourrait maîtriser le français. Et c'est une langue incroyablement puissante que je ne peux pas assez souligner. Tu sais, on peut apprendre le langage du corps, et je suis sûr que ça aidera, mais c'est tellement complexe. Il y a 1000 choses avec mon langage corporel, comme comment je parle, mes yeux, où je regarde, ma posture, mes bras, est-ce que je croise les bras, les jambes, toutes ces choses. Donc, le défi de maîtriser tout cela semble un peu écrasant. Suis-je dans le vrai, en supposant que c'est le plus simple? Le défi le plus facile à maîtriser est en fait tout comme mon sentiment de soi, très bien exprimé. Parce que oui, si tu te sens confiant, si tu te sens en sécurité, si tu n'es pas tout renfermé et insécure et inquiet pour toi-même, cela se reflètera naturellement dans tes gestes. Ouais, t'as pas besoin de rester là à faire attention à tes doigts, ton bras, tes oreilles, tes yeux. C'est là, naturel. Donc ouais, c'est la solution. Donc les deux parties du jeu, c'est ton propre langage corporel. Tu sais que les gens te jugent pour ça, non? Et tu ne peux pas, comme tu dis, tout surveiller, sinon tu vas devenir fou et tu auras l'air très bizarre. D'accord? Donc la meilleure solution est de ressentir ces certaines choses qui vont rayonner et de ne pas donner le faux sourire, mais quand tu es vraiment heureux de juste le montrer et montrer ton émotion de cette façon. Et l'autre aspect qui est, je pense, vraiment important, c'est d'apprendre le langage corporel des autres. Et cela peut venir de l'étude et est bien plus une chose logique que de constamment penser à tout ce que tu fais.